L'année 2017 a fini d'égrener son chapelet des 12 mois marqués par de nombreuses réformes au plan économique. Quel bilan peut-on en faire et quelles sont les perspectives pour 2018? Le décryptage de ce jour s'en préoccupe. Sur le plateau du dossier de la semaine, nous recevrons Rabiou Garba, un transporteur et propriétaire de plusieurs camions. Il nous dira si oui ou non la nouvelle mesure d'exonérer des taxes les importations de camions neufs est la bienvenue. Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de Week Echo. Mais avant tout ceci, suivons le mini-journal que nous présente Nadège Sani. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. À Dogbe, ou encore appelé la tontine pour les vivres, c'est la nouvelle forme d'épargne qui se développe au sein de la population béninoise. Fonctionnaires, commerçants, lettrés ou illettrés, cette activité est accessible à tous. Yasmine Damata et Igor Ayoso nous en parlent dans ce reportage. Elles sont en rang pour rentrer en possession de leur épargne. Des biens pour lesquels ces femmes ont mis de côté une partie de leur argent pendant 52 semaines. Communément appelée Adogbe en langue fon, cette forme de cotisation est de plus en plus répandue dans les villes du Bénin. Pour ces personnes, c'est un soulagement à l'approche des fêtes. Adogbe est une cotisation qui nous aide pour les achats à l'approche des fêtes. On a moins de soucis et on dépense peu. Moi, j'ai souscrit à 2 types. À terme, j'ai reçu une somme d'argent et des vivres. Je fais Adogbe pour prévenir les besoins de fin d'année. Adogbe que je fais me réduit beaucoup les soucis de fin d'année. Je suis dans ma 2e année, je suis satisfait. Et je vous assure que c'est une bonne chose. Cette activité varie d'un établissement à un autre. Toutefois, son fonctionnement reste le même. Il y a 2 aspects au niveau de Adogbe. Soit vous prenez argent et vivre, soit vous prenez vivre seul. Nous commençons par 500 jusqu'à 2000 francs pour ce qui concerne argent et vivre. Et pour ce qui concerne les vivres simplement, ça commence par 300 jusqu'à 500 francs. Autant d'options qui réjouissent participants que responsables. Pourtant, les risques existent. Je l'avais déjà fait avec d'autres sociétés. Le résultat au finish n'a pas été du tout bon. Ce qu'on nous a promis, nous ne les avons pas obtenus. L'échéance qu'on nous a donnée pour les obtenir, l'échéance est venue, nous n'avons rien obtenu. À la fin, si l'intéressé ne finit pas avec la tontine, c'est que lorsque nous divisons en 3, puis prendre 2 parties, la seule partie qui reste là, on ne peut plus revendre. C'est un bénéfice, mais ce n'est pas un bénéfice en tant que tel, parce que l'association ne s'attendait pas à cela. Ça, c'est une difficulté. Deuxième difficulté, au niveau du remboursement. D'autres viennent, surtout les analphabètes, ils viendront pour dire « Ah, j'ai donné telle chose, vous m'avez remis telle chose », parce qu'ils ne maîtrisent rien. Au-delà des risques, elle a ses avantages. C'est une sorte de commerce, comme tout autre commerce. Si c'est qu'on appelle argent seul que l'intéressé a choisi faire, donc sur les 52 semaines, nous prélevons 2 semaines. Et puis, ce que nous achetons en gros, n'est-ce pas, donc au niveau des bonnes dames. Adogbe n'est pas que pour des vivres. C'est aussi des tonnes de ciment, des bouteilles de gaz, des glacières, des marmites, plein de l'eau. Pourvu que la confiance, la sincérité et l'honnêteté prévalent aussi bien que pour les membres que pour les responsables. Liquidation pour les uns, solde pour les autres, quelle que soit la terminologie, le principe est le même, vendre à bas prix dans l'objectif de faire plus de profit. Au Bénin, la pratique a cours à chaque fin d'année dans les marchés et autres plateformes de vente. Elle profite aussi bien aux vendeurs qu'aux acheteurs. Lucrèce Degla, Dine Bouraïman. C'est le slogan le plus en vogue au marché d'Antokpa en cette période de fête.
Les prix des articles sont baissés à dessein pour permettre aux clients de s'approvisionner en quantité. Nous quittons Misebo pour venir vendre à Tokpa. On vendait les tissus laissés à 15 000 francs. À cause des fêtes, nous réduisons le prix jusqu'à 7 500 francs. Mis à part les chaussures et les vêtements, les denrées alimentaires sont également concernées par cette promotion de fin d'année. Les sucreries étaient à 7 000 francs CFA. Cette année, les prix ont diminué jusqu'à 6 000, voire 6 200. Le riz également était à 18 000. Cette année, le sac de 50 kg se vend à 16 000 ou 17 000 francs. Ce sont les liqueurs qui sont le plus vendus. Il y a certains que nous vendons à 1 300 francs ou 1 200 francs CFA. Les soldes en période de fête profitent aussi bien aux vendeurs qu'aux acheteurs. Mais les produits qu'on nous propose sont-ils réellement de bonne qualité? Personnellement, je trouve que non, c'est une semaine, 2 semaines ou 1 mois maximum. Après, ça va se gâter et puis on va revenir encore, on reviendra. C'est ça l'effervescence de chaque fête, hein, ça se gâte, on achète. Ça ne met pas le temps qu'il faut et puis une année encore, on revient parce que également il y a aussi de nouvelles choses qui sortent et puis tant que ça peut faire son temps, ben, on vient voir, c'est beau, c'est joli et puis voilà, on essaie de se faire plaisir. Je vois que les articles sont relativement moins chers, mais il faut faire attention à la qualité puisqu'on peut rapidement vous dribbler, vous vendre des trucs de mauvaise qualité à bas prix. Ce ne sont pas les bonnes qualités, mais au lieu d'acheter quelque chose qui n'est pas bon là, c'est mieux d'ajouter l'argent et acheter ce qui va un peu durer. Les quelques descentes inopinées des structures de contrôle de la qualité des produits vendus dans le marché sont dissuasives. Ceux qui font le contrôle viennent dans le marché sans prévenir. Ils ramassent les marchandises avariées sur les étalages. Ils étaient ici vendredi et dimanche passé. Les soldes de fin d'année, pourquoi pas? Puisque c'est l'occasion pour tout un chacun d'acheter un maximum d'articles avec un budget réduit. Mais il est impérieux de savoir pourquoi et dans quoi nous investissons. Les soldes, oui, mais la qualité d'abord. À l'occasion de la célébration de Noël, les parents n'offrent pas de poupées aux garçons. Les poupées sont-elles destinées uniquement aux filles? Est-ce qu'elles ne conditionneraient pas le petit garçon à développer l'instinct paternel? Igor Ayoso et Gloria Ouni nous en parlent à travers ce reportage. Les poupées et les garçons, une histoire presque inexistante. Dans la réalité de tous, les poupées, qu'elles soient masculines ou féminines, sont affectionnées par les fillettes. Il serait étonnant qu'un garçon joue à la poupée. C'est souvent les parents qui dirigent ces bouts de chou vers les compartiments des magasins de tout jouet, excepté les poupées. Moi, personnellement, je n'offre pas de poupées à mes neveux parce que je pense que très tôt, il faut imprimer une certaine masculinité à mes neveux. Donc, ce que je fais, c'est en même temps leur offrir tout ce qu'il faut pour qu'ils soient vraiment des hommes, comme on le dit en fond, des soumglekbenou. Ils montrent autre chose, les jeux plutôt, les jeux de console, là, et les montrent aux garçons. Et voilà, masculiniser dès l'enfance le garçon à se reconnaître vaillant et fort. Mais pour d'autres, le choix émane des garçons. Bon, généralement, les garçons n'aiment pas les poupées, soit c'est des voitures, ou bien c'est des fusils. Déjà que les poupées masculines existent, bercer ou reproduire une conversation avec sa poupée de temps à autre, n'amènera-t-il pas le jeune garçon à mieux s'occuper des enfants plus tard? Elles ne sont pas des objets de décoration, mais plutôt des cadeaux qu'on offre généralement aux petites filles. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit des poupées. Mais savez-vous qu'il en existe de noires? Pour les psychologues, elles portent l'identité de la peau noire et peuvent même éloigner les petites filles de certaines dérives comme la dépigmentation. Igor Ayoso, Gloria Ouni. Nos enfants ne connaissent que des poupées blanches. Les poupées noires sont rares. Et pourtant, ils devraient pouvoir s'identifier à leur race. La question peut sembler banale,
Mais il ne faut pas négliger certaines considérations. Sauf que, pour l'instant, beaucoup de parents béninois pensent autrement. Souvent, je leur offre des poupées blanches. Parce que, au fait, je n'ai jamais encore rencontré sur le marché une poupée noire. Par rapport aux poupées blanches, elles sont plus jolies, plus sophistiquées. Mais quand on voit les poupées noires, je ne suis pas sûre que ce serait aussi joli. Je n'ai jamais offert de poupées noires. C'est toujours des poupées de couleur blanche. J'offre des poupées Barbie aux filles très souvent. Les poupées noires existent. Seulement, si vous faites un tour dans les boutiques de jouets, vous n'en trouverez pratiquement pas. Quand vous essayez de faire la promotion des produits africains fabriqués même ici, personne ne le regarde. Vous les perdez presque. Donc c'est pour ça aussi que, répondant un peu à leurs besoins pour le moment, bon voilà, c'est ce qu'on nous essaie de faire. Le risque, selon les sociologues, c'est que l'enfant a du mal à s'identifier. Les poupées devraient permettre d'ailleurs aux enfants de s'identifier à leur groupe social. Et lorsqu'on offre des poupées d'une race ou bien d'une couleur dont l'enfant n'est pas originaire de la race, je crois que l'enfant ne peut pas bien s'identifier à son groupe social, à son univers social. Amène effectivement à la dépigmentation. Je ne vois pas combien de femmes blanches se font noires. Il n'y en a pas. Célébrer Noël et maintenir le lien social, sans oublier bien sûr que les poupées constituent le modèle d'expression des enfants. Ce sera tout pour ce dernier numéro du mini-journal de cette année 2017. Merci de rester fidèle à cette émission. Bonne et heureuse année 2018. On retrouve Roch Akweino pour la suite. Oui, merci à vous Nadège Sani pour cette belle présentation. Vous faites bien de le rappeler, c'est bien le dernier numéro de Week Echo pour le compte de cette année 2017. Et par anticipation, nous vous souhaitons également une très bonne et heureuse année. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission et voir ce que les journaux ont relayé comme information au plan économique, suivant la revue de presse hebdomadaire économique présentée par Arnaud Adadja. Amis de la revue de presse de Week Echo, bienvenue. Au menu de cette revue, le vote de la loi sur la police républicaine, la politique énergétique au Bénin et la tournée de l'AIC dans les champs de coton. Fusion des forces de sécurité, la loi sur la police républicaine adoptée. C'est une information à la une du quotidien de service public. La Nation nous informe de ce que la loi qui scelle cette réforme a été adoptée par les députés ce mardi. 54 voix pour, 22 contre et 0 abstention. Pour le quotidien, une partie des députés dits de la mouvance rassure les hommes de l'armée de ce que plusieurs amendements ont été faits pour une bonne gestion des questions qui font peur, notamment celles relatives aux salaires et avancements, c'est-à-dire aux galons. Cependant, soulève le même quotidien des craintes de l'opposition. Selon elle, aucun des personnels des deux corps appelés à disparaître dès le 1er janvier 2018 n'est d'accord pour cette réforme. Comme piste de solution, il propose au gouvernement de privilégier la voie du dialogue. Signalons ici que l'adoption de cette loi par les députés n'est qu'une première étape du processus. La deuxième concernera bientôt le vote du second test, à savoir le projet de loi portant statut des personnels de la police républicaine, composé de 172 articles. Dans la même veine que la Nation, l'événement précis et Fraternité en ont fait leur une. Dans l'ordre, la fusion police-gendarmerie validée et la police républicaine désormais une réalité
au Bénin. Autres informations, Kinikini, lui, s'intéresse plutôt à cette tournée de l'AIC dans les champs de coton. Mathieu Adjovi constate les retombées du programme d'intensification. Selon le quotidien, 100 000 tonnes de coton sont déjà commercialisées dans le pays à la date du 22 décembre 2017 et ceci au titre de la campagne 2017-2018. Une telle performance, malgré les quelques irrégularités observées, notamment celles liées à l'état défectueux des voies et également à la pluviométrie. La nation présente aussi sur les lieux, voit plutôt campagne cotonnière 2017-2018, l'AIC satisfaite de l'engouement au niveau des producteurs. Parlons énergie électrique à présent. L'autre vision affiche à sa manchette « Politique énergétique sous le régime du nouveau départ », le délestage désormais un vieux souvenir au Bénin, suivi d'un sous-titre « Les efforts du gouvernement Talon au plan énergétique portent leurs fruits ». Selon le quotidien, des réalisations ont été faites pour maîtriser le délestage, notamment la construction d'une centrale bicombustible de 120 MW avec le soutien de la Banque islamique de développement BID, plusieurs centrales solaires dans les différents départements du pays dont la capacité cumulée atteint les 100 MW. Le même quotidien nous dit ici qu'il ne peut passer sous silence la convention de financement du projet de FISOL d'un montant de 4 milliards de francs CFA pour la construction de la plus grande centrale solaire de 25 MW. Convention ratifiée le 7 décembre 2017 entre le Bénin et l'Agence française de développement AFD. La presse du jour s'empresse d'écrire en manchette « Discours du président Talon sur l'état de la nation, l'énergie est à la base de tout développement économique. Toute chose qui fait dire à la nation dans sa parution du mardi, Patrice Talon, président de la République, notre pays va de mieux en mieux. » Pêle-mêle à présent dans l'actualité, l'autre quotidien met en manchette ANPE Incubation, pivot de l'entrepreneuriat. Donner aux jeunes entrepreneurs les clés de la réussite. La dépêche nous vient tout droit de la prison et affiche en manchette corruption en milieu carcéral au Bénin, concussion et pot de vin sur menace de torture dans les prisons. Fin de cette revue. Bonne fête à vous et à 2018. Voilà, c'était là la revue de presse. Merci à vous, Arnaud Adadia. Nous sommes à l'orée de la nouvelle année, l'année 2018. De quoi 2017 a-t-elle été faite? C'est le moment d'en faire le bilan au plan économique et aussi nous allons aborder les perspectives. C'est un décryptage et mes invités sont déjà sur ce plateau. Vous la découvrez juste après cette virgule. Et voilà, mes invités, ils sont déjà sur ce plateau de décryptage. J'ai le plaisir de vous présenter Ricardo Loïc Pékou. Bonjour. Bonjour Roch Akouaïnou, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous avoir sur ce dernier numéro de décryptage sur Week Eco de l'année. Un plaisir partagé. Oui. Espérons que l'année 2017 finisse en beauté et que 2018 vienne avec naturellement de belles surprises. Absolument. Et en face de vous, Bruno Sewade. Bonjour Bruno. Bonjour. Oui, vous êtes beaucoup plus connu par votre plume que par votre voix. Vous êtes journaliste à La Nation, le quotidien du service public. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous parlons du bilan économique de l'année 2017 et je veux rester avec vous pour vous demander déjà ce qui vous a marqué au plan économique au cours de cette année 2017. Je vous remercie pour m'avoir invité sur le plateau dernier de l'émission Week Eco. Tout à fait. L'émission que je n'ai jamais participé, c'est la première fois et la dernière.
Et je suis heureux de venir conclure l'année avec. Oui, ce ne sera pas la dernière fois que vous allez participer également à cette émission. Pour l'année 2017. Pour 2017, bien sûr. Donc, en 2018, nous aurons à vous inviter plusieurs fois pour décrypter l'actualité économique avec nous. Merci beaucoup. Mais pour l'année 2017 qui finit dans quelques heures, je vous dis qu'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont marqué au plan économique. Lesquelles, par exemple? Bon, je vous ai dit qu'il y a... Le gouvernement, après le vote de ce budget 2017, a annoncé un certain nombre de chantiers qu'il a commencé par réaliser au plan économique, j'ai dit tout à l'heure, sur le plan de la gestion des finances publiques, qu'il y a des initiatives qui ont été prises par rapport à la fiscalité. J'ai cité par exemple le processus qui a été déjà entamé sur les différentes procédures fiscales. J'ai cité par exemple la mise en place du module de l'identification fiscale. J'ai cité aussi la réorganisation des services des impôts pour les rendre plus efficaces. Donc ça fait quelques éléments au niveau fiscal. Mais sur d'autres plans, j'ai parlé aussi des mesures pour la maîtrise des dépenses publiques. Et aussi le contrôle de la gestion de ces finances-là. J'ai parlé aussi de l'arrivée au Bénin de la directrice générale du Fonds monétaire international qui, au-delà de l'aspect diplomatique, a aussi un aspect économique. Vous pensez que ça a apporté de l'argent au pays? Est-ce que ça a des retombées économiques? Avant son arrivée, il y avait déjà un accord qui a été signé, un accord de près de 13 milliards, ce n'est pas petit. Donc, au plan économique, c'est déjà très important. Il faut signaler ça. Maintenant, sur d'autres plans, au plan agricole, j'ai parlé des progrès qui ont été enregistrés au niveau de chaque filière. Notamment le coton. Le coton, le cajou, qualité tout et tout, même si nous-mêmes, on n'est pas au contact encore de ces réalités. Pour le moment, c'est ce que nous avons eu comme réalisation au cours de cette année 2017. D'accord, merci. Ricardo, vous avez également noté quelques réformes qui ont été mises en œuvre au cours de cette année 2017. Quelles sont celles que vous avez particulièrement retenues? Merci Roch. Je crois que beaucoup de réformes ont été initiées de façon plus structurée avec un programme assez structurant. Déjà, du point de vue des finances et de l'économie, il y a eu cet assainissement des finances publiques engagé par le président de la République et son gouvernement. Vous avez vu plusieurs audits ont été commandités, histoire justement de faire une rétrospective et de voir justement la gestion qui a été faite des finances publiques au cours des années antérieures. Et donc, ces audits, les résultats ont été livrés à l'exécutif qui, d'une façon ou d'une autre, a pensé les transmettre à la justice, histoire justement de rattraper ceux-là qui, entre-temps, ont gaspillé les ressources de l'État, ont commis de la gabégie et des détournements inutiles. Ça participe de l'assainissement des finances publiques. Ça participe de l'assainissement des finances publiques. À côté de cela, puisque nous parlons des finances, quand vous vous rendez justement au niveau du service des impôts, la régie financière, cette structure, cette institution, cette direction du ministère de l'économie et des finances qui, je dirais, mobilise assez d'argent, assez de ressources financières pour le développement du pays. Il y a également des réformes qui sont entrées dans cette régie-là. Quand vous prenez la taxe sur les véhicules à moteur, la TVM, une taxe qui existait auparavant, mais qui entre-temps n'était plus appliquée, c'était dans la loi de finances 2017. Et donc, une fois que les députés ont eu à voter cette loi des finances à l'Assemblée nationale, la TVM est entrée en vigueur. Et cette TVM, les sous-collectés devraient pouvoir justement permettre à l'exécutif de collecter un peu de sous sur fonds propres, histoire de financer justement le programme d'action du gouvernement, le PAG, le Bénin révélé. Et vous savez, malgré ça, les députés, pour le vote de cette nouvelle loi de finances 2018, ont recommandé, ont demandé que le gouvernement retire carrément cette taxe de la loi de finances. Non, écoutez, c'est légitime. C'est légitime que les députés mandataires, donc élus du peuple, représentant le peuple béninois à l'hémicycle, puissent dire non. Ils étaient 18 en minorité contre 61 en majorité à dire non, justement, à porter des griefs contre cette loi de finances 2018, mais qui, in fine, a été votée. Et donc, nous ne pouvons pas, l'État est maître de la politique économique, justement, qu'il veut mettre en place pour pouvoir faire aboutir ses projets. Et donc, le gouvernement, en maintenant cette taxe sur les véhicules à moteur, a sans doute ses objectifs
comme je l'ai dit tantôt, c'est de pouvoir mobiliser les fonds sur fonds propres, histoire de financer donc, le programme d'action du gouvernement. Oui. Mais les autres réformes qui ont été initiées par le gouvernement, notamment toujours au niveau des impôts, il y a cette bancarisation où les salaires sont désormais affectés dans des banques. Et donc, vous allez à la banque percevoir votre salaire. Qu'est-ce que l'État tire? L'État gagne concrètement dans cette politique de bancarisation? L'État, par rapport à cette politique de bancarisation, arrive à maîtriser le flux, l'effectif, je vais dire, donc, des agents permanents de l'État, pour qu'il n'y ait justement pas des agents fictifs. Vous savez qu'il y a eu récemment, en 2017, il y a eu cette enquête qui a été menée dans certaines administrations publiques, où non seulement on a détecté des gens qui étaient des agents fictifs, on a détecté des gens qui avaient de faux diplômes et qui sont engagés dans l'administration publique et qui perçoivent encore mieux que vous et moi. Et donc, vous voyez que quand ces choses-là sont remarquées, il faut un certain assainissement. Mais quelque part, par rapport à cette bancarisation, est-ce que aussi ce n'est pas une politique pour contraindre les banques à préfinancer le paiement des salaires au cas où l'État se retrouverait peut-être en difficulté de payer les salaires? Bon, on n'espère pas que l'État se retrouve en cessation de paiement, on ne va pas l'espérer. Mais bon, de toute évidence, c'est que quelque part, ça aide l'État, encore que les salaires vont dans les banques, ça aide quelque part l'État justement à pouvoir mieux maîtriser, comme je l'ai dit, le flux, et pourquoi pas aux banques également de pouvoir d'une façon ou d'une autre préfinancer les salaires et tout pour que l'État in fine puisse payer. L'autre réforme, avant que vous ne redonniez la parole... Oui, parce qu'il brûle d'impatience de réagir sur certains points. L'autre réforme, notamment toujours au niveau donc, de l'administration des finances, ce sont justement, je dirais, les nombreuses interpellations, je dirais, faites notamment à la brigade économique et financière pour mauvaise gestion et tout. Donc, on a eu le cas de Laurent Mettoyon, ce syndicaliste qui, malheureusement, ne pourra pas passer les fêtes de fin d'année en famille. On a eu le cas de David Babalo. En tout cas, tous ces dossiers sont encore... Ils se sont retrouvés une famille de l'autre côté. Bon, de toutes les façons, c'est vous qui le dites. Ces dossiers sont encore devant la justice. Et donc, il y a eu cette volonté manifeste du gouvernement de pouvoir réellement assainir les finances publiques, revoir. Et puis, je n'oublierai pas que vous avez suivi le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation récemment, où il a fait une comparaison entre, je dirais, l'année 2017, l'année 2016 et l'année 2015, par rapport aux voyages officiels. Quand vous décryptez ce discours, vous constatez que auparavant, le nombre de personnes qui voyageaient, qui avaient les billets d'avion et qui allaient justement dans les missions était nettement supérieur à ce que justement nous avons remarqué sous le nouveau régime. C'est-à-dire qu'on faisait voyager des agents fictifs ou bien des parentés, des copines, etc. Bon, moi je ne saurais répondre à cette question puisque je n'étais pas au gouvernement. Donc ça veut dire que justement il y a cette politique qui a été menée histoire de voir un peu plus clair dans les dépenses publiques. Et une autre réforme, Bruno Sewade, qui a particulièrement marqué les esprits, c'est cette affaire de déguerpissement. On a cassé les baraques de bon nombre de personnes. Ces petits commerçants, quelques-uns parmi eux, ont même eu à faire des prêts au niveau des structures de microfinance. Aujourd'hui, c'est la morosité totale. On dit même que l'argent ne circule plus. Est-ce que c'est une opération qui a impacté positivement l'économie au cours de l'année 2017? Bon, merci. Avant de revenir un peu sur les conséquences négatives de l'opération de déguerpissement, il faut que je dise un mot seulement sur la bancarisation. L'État, c'est une bonne mesure parce que ça permet désormais à l'État d'éviter aux agents qui payent d'être en contact avec de l'argent. Parce que ça permettait aussi à ces agents même de corrompre. En fait, ça réduit le risque de corruption. En fait, c'est cela. Donc, c'est le risque de corruption que ça réduit. Et aussi l'histoire des voyages. Ils avaient déjà dit qu'en 2015, qu'ils avaient fait le point des voyages, ça faisait un truc de près de 17 milliards, alors qu'en 2017, ça fait un truc de 3 milliards. Donc, je parlais tout à l'heure de maîtrise des dépenses publiques. Ça fait partie de ces mesures-là. Maintenant, pour en revenir à la question. Pour revenir maintenant à l'opération de déguerpissement, je dis... les systèmes financiers décentralisés ont pris un coup parce qu'il y a le portefeuille de ces systèmes-là qui a été dégradé de 8,2%, le truc qui allait jusqu'à 9,5%.
6,5%, il paraît, selon un rapport de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Je ne sais pas si ceux qui ont eu ce coût-là, les petits commerçants qui vendaient dans des boutiques qu'on a détruites, est-ce qu'ils pourront rattraper ce qu'ils ont perdu? C'est une grande question. C'est une grande question. Ouais. Donc, le gouvernement a prévu un plan après l'opération. Nous attendons le plan pour voir si nos petits commerçants peuvent rattraper ce qu'ils ont perdu au cours de 2017. On dit que la croissance économique repose aussi sur la disponibilité en quantité et en qualité de l'énergie. Est-ce que vous pensez qu'au cours de l'année 2017, les Béninois, les entreprises béninoises ont pu avoir à leur disposition de l'énergie pour faire fonctionner leurs activités? Oui, très belle question. Et puis très grand point au cours de l'année 2017. Mais avant de revenir sur ça, Bruno Sewade parlait justement de la suite qu'on devrait pouvoir donner à toutes ces réformes, notamment les casses opérées par le préfet Modeste Oboula, déférant donc aux ordres du gouvernement. On parlera de l'asphaltage. On parlera de l'asphaltage, vous l'avez si bien deviné. Est-ce que c'est ce qui est fait à Ruiho? Bon, Ruiho, c'est quand même nouveau, c'est quand même joli quand vous circulez par là la nuit, c'est une infrastructure quand même admirable et ça permet aux jeunes de s'y installer, espérons juste que cela ne devienne pas un nid de délinquants plus tard. C'est tout ce qu'on peut espérer, mais ça rend beau le pays. Et vous savez que quand un pays est beau, quand un pays dispose des infrastructures, ça facilite la promotion des investisseurs, le tourisme, et tout cela contribue notamment à l'accroissement du PIB, de la croissance économique. Alors, revenant à votre question, quant à l'énergie, vous auriez constaté comme moi que le délestage a quand même considérablement diminué. C'est vrai qu'entre-temps, cela a refait surface, et puis le directeur général de la SBE et le ministre donnant Jean-Claude Oussou les ont expliqué par des actes de vandalisme. Non seulement de vandalisme, mais de la disponibilité au niveau donc, du Nigeria, au niveau de la CEB et du Ghana, puisque nous avons de l'énergie partout de ces deux pays-là. Il y a un effort qui a été fait. Et puis, ils ont annoncé la construction de plusieurs centrales thermiques de 120 MW et tout. Mais l'autre chose sur laquelle il importe de revenir, c'est vrai que les délestages ont considérablement diminué, il faut le dire, mais c'est ce scandale de la centrale thermique de Maria Gleta. Il faudrait que, justement, en 2018, et là, ce sont les perspectives qu'on peut faire, il faudrait qu'en 2018, le gouvernement puisse revenir sur ce dossier pour punir, justement, ceux qui ont détourné ces milliards de francs CFA et qui, jusqu'aujourd'hui, est devenu un éléphant blanc, à la limite. Tout à fait. Oui, Bruno Sewade, en matière de perspective, qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2018? Perspective, sur l'énergie, je me réjouis aujourd'hui que l'on ait diminué un peu le délestage, comme il vient de le dire, mais nous avons aussi une chance, c'est par rapport au MC2, qui s'est principalement occupé de l'énergie. Donc, l'État béninois, d'ici peu, peut-être 2019, on n'aura plus à parler de manque d'énergie au Bénin, et c'est une prière. Et à côté de ça, il y a aussi le système d'échange de l'énergie de la CEDEAO, qu'on veut construire au Bénin aussi, un marché commun de l'électricité, c'est très important aussi. Nous ne pouvons pas avoir ce marché sur notre territoire et gérer autrement l'énergie. Donc c'est une chance. Maintenant, pour perspective. Oui, très rapidement. Bon, rapidement, je dirais. Oui, on va conclure, mais là on va demander l'indulgence de notre réalisateur, de notre chef d'édition, Agnès Bello, qui nous fait de gros signes de l'autre côté. Oui, allez-y très rapidement. Je dis simplement que le budget 2018 qui vient d'être voté, je vais inviter le gouvernement à strictement respecter tout ce qui a été annoncé comme réalisation à faire dans ce budget-là. Parce qu'il est vrai, le chef de l'État, dans son message, l'État de la Nation a dit qu'il y a des études qui sont en cours pour les grands projets du PAG. Il va falloir que ces projets aboutissent le plus rapidement possible. Les projets inscrits au titre de l'année 2018. Qu'il y a vraiment début de solution. D'accord. Ainsi de suite. Merci beaucoup à vous, Bruno Sewade. Cela tient lieu de votre mot de fin déjà sur ce plateau. Rapidement, Ricardo, aussi, vous avez 30 secondes. 45 secondes, si vous le voulez bien. La première chose, c'est qu'il importe de revenir sur ce budget 2017 qui a été exécuté selon les informations à 92% et tout. On verra si en 2018, justement, cela va se faire et si vraiment les projets annoncés par le
gouvernement, notamment dans le PAG, le programme d'action du gouvernement, soit exécuté. Mais on ne saurait finir sans oublier justement les efforts qui ont été faits et notamment les perspectives dans le secteur de l'économie numérique. Aujourd'hui, on veut transformer le Bénin en la plateforme en fait de l'Internet de l'Afrique de l'Ouest d'ici 2021. Et il y a cette connexion en Internet, il y a cette fibre optique, des milliers de kilomètres de fibres optiques qui ont été déployés sur les côtes béninoises et qui sont toujours en construction. Il y a le data center qui sera construit au Bénin et donc qui va rendre un peu plus indépendant et sécuriser les données béninoises au lieu d'aller forcément sur Microsoft ou sur Google. Voilà. Il y a des efforts donc, qui sont faits au niveau donc, de l'économie numérique et on ne peut que souhaiter que ces efforts continuent par rapport notamment à la TNT qui frappe à la porte. Les premiers signaux, c'est d'ici quelques jours qui vont intervenir. Alors je voudrais finir en vous souhaitant bonne et heureuse année et en souhaitant à votre chef d'édition et au réalisateur bonne et heureuse année. Ça fait plaisir. Le réalisateur, c'est Gilles Amel Beyhen. Voilà. Ah, oui. Et comme je l'ai dit, le chef d'édition, c'est Agnès Bello. Merci à vous également, Ricardo. Joyeuse fête du Nouvel An. Merci. Joyeuse fête du Nouvel An également à vous, Bruno Sewade. Et très bonne journée à vous. Nous enchaînons avec le dossier de la semaine. Pour certains, c'est une bonne nouvelle, c'est une opportunité d'affaires à saisir. Pour d'autres, c'est une mauvaise nouvelle et l'inquiétude s'empare déjà d'eux. Vous avez deviné, je suppose qu'il s'agit bien sûr de l'exonération accordée sur les importations de camions neufs en direction du Bénin. Les transporteurs doivent-ils se réjouir ou s'en inquiéter? Eh bien, nous allons faire le débat, mais avant ceci, suivez ce reportage de Dorcas Tito sur les surcharges des camions. Je veux surtout parler des hors gabarits. Les véhicules poids lourds, compte tenu de leur volume important, effraient plus d'un. Sur la route, motocyclistes, automobilistes et même les piétons doublent de vigilance. Les voies ne sont pas des garages, mais nous n'avons pas de moyens là où ils sont en panne pour qu'on envoie. Nous sommes en train de préparer d'acheter des grilles, des casques pour pouvoir les tirer, pour les amener lieu qu'il faut. Le phénomène de surcharge des camions gros porteurs est un véritable problème de sécurité routière observé au Bénin. Le règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, relatif aux normes et procédures du contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu, peine à entrer en application. 80% des camions sur les routes béninoises sont en effet surchargés. Allez-y dans nos frontières. Vous allez voir uniquement que la déclaration de 30 tonnes, 25 tonnes. Mais les gens chargent jusqu'à 80 tonnes, 40 tonnes, 60 tonnes pour pouvoir frauder. Le respect de cette norme est même bénéfique aussi pour les transporteurs. Parce que lorsque le véhicule est surchargé, il y a deux phénomènes qui se produisent. Le premier phénomène, c'est que la distance de freinage du véhicule diminue. Et lorsque la distance de freinage du véhicule diminue, c'est les cas d'accident qu'on enregistre. Des accidents se produisent et lorsqu'un camion se renverse, c'est une grande perte, non seulement pour le transporteur, parce que l'assureur ne dédommage jamais la totalité des dommages subis par le transporteur, quelle que soit la maison d'assurance. Selon ce règlement 14, un véhicule à moteur isolé à 2 essieux, par exemple, ne peut aller au-delà de 18 tonnes de marchandises. 3 essieux, 26 tonnes et 4 essieux ne doit excéder 31 tonnes. L'application rigoureuse du règlement 14 de l'UEMOA devient donc un impératif pour la sécurité nationale. Merci à vous, Dorcas Saratito. Merci et je vous souhaite bonne fête à Parakou. Nous recevons notre invité, El Hadj Rabiou Garba. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être sur ce plateau de dossier de la semaine pour nous parler justement de cette annonce d'exonération accordée aux véhicules, aux camions neufs
en importation. Merci d'être là. Vous êtes également le président du syndicat des transporteurs. Des importateurs nouveaux associés du Bénin. Voilà. Et pour m'accompagner dans cet entretien, j'ai avec moi Patrick Adiagodjo, bonjour. Bonjour, Okakoinou. Oui, nous parlons de l'exonération sur les camions neufs. Tout à fait. Exonérer toutes les importations des camions neufs au Bénin, désormais, c'est une volonté du gouvernement de Patrice Talon pour aider les importateurs, les transporteurs à véritablement avoir un ouf de soulagement dans le secteur des transports routiers. Monsieur Garba, vous êtes président des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin, Centra INAB. Dès lors que vous aviez eu l'information de cette nouvelle réforme votée à l'occasion du vote du budget 2018, quelle était votre joie? Merci, chers journalistes. D'abord, avez-vous exprimé une joie? Oui, oui, ma joie, j'ai manifesté effectivement une joie, puisque c'est une décision osée. Décision osée? Oui, c'est une décision osée. En quoi elle est osée? Oui, c'est une décision osée parce que avoir cette exonération, en termes de calcul, avoir ce que l'État perdrait est vraiment énorme. Et il faut vraiment aimer son pays, vouloir un changement dans l'environnement, transport dans le pays pour prendre cette décision. Voilà. Alors, et vous l'avez accueilli à bras ouverts ou bien vous avez des restrictions, bien des réserves? Oui, je l'ai accueilli à bras ouverts, mais tout en ayant des réserves. Lesquelles? Parce que c'est bien de vouloir changer le parking béninois. Mais l'environnement dans lequel nous travaillons aujourd'hui, si on ne va pas au bout des réformes, acheter des camions neufs dans cet environnement ne donnerait rien pour les transporteurs. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Est-ce que vous invitez le gouvernement à vous aider à avoir des camions neufs? Oui, nous avons accueilli l'information avec joie. Mais je dis et je répète, en tant que praticien du transport, je vous dis, l'environnement ne s'y prête pas. Apparemment, il y a eu des étapes qui ont été escamotées. Vous auriez souhaité qu'on fasse quoi avant de prendre cette décision? Oui. Si je dis l'environnement n'est pas propice, c'est parce que le coût d'un camion, même s'il est exonéré, n'est pas à la portée de tous les transporteurs béninois. C'est à combien à peu près? Si je prends juste la marque chinoise qui est moins chère que les marques allemandes et françaises, elle n'est pas moins de 40 millions. 40 millions? Oui, tracteur plus remorque. N'est pas à moins de 40 millions. Combien de transporteurs? Aujourd'hui, combien sont ces transporteurs qui peuvent sortir 40 millions et aller acheter un camion? Je crois bien qu'il faut les chercher avec loupe. Mais quelque part, quand on fait l'état des lieux du parc de camions aujourd'hui, on constate que c'est des camions vétustes, des camions branlants qui circulent allègrement et qui sont plusieurs fois source d'accidents. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bonne décision que le gouvernement a prise? Oui, monsieur Roch, je disais tantôt que c'est une très bonne décision. C'est une bonne décision parce que il faut être un homme de goût pour prétendre envoyer les transporteurs à avoir aussi de goût. Je disais tantôt, pour avoir un camion chinois aujourd'hui, il faut 40 millions. Il faut un minimum. Même si le camion est exonéré des taxes, il faut au minimum 30 à 40 millions. Habituellement, vous payez combien pour un camion de 40 millions? Si vous devriez payer les frais de douane et autres, ces frais s'élèvent à combien à peu près? Oui,
Je n'ai jamais acheté un camion neuf pour pouvoir vous dire. Donc, je suis dans les camions venus communément appelés venus de France. Et ces camions, des camions deuxième main que nous achetons, des camions qui tournent autour de 10 à 20 millions. Donc, un tracteur plus remorque, ça tourne autour de 15 à 20 millions. Donc, du coup, sorti de là pour aller à 40 millions, s'il n'y a pas un accompagnement des institutions bancaires, nous-mêmes, transporteurs, sortis 40 millions pour acheter un camion neuf, ce n'est pas à la portée. Mais est-ce que vous ne voyez pas que... Mais je dis et je répète que c'est une très bonne décision, parce que quand nous voyons des camions ghanéens, des camions maliens, nous avons envie d'être comme eux. Comment eux ils font? Parce que ce sont vos collègues. Oui, mais eux, ils sont accompagnés par des institutions bancaires. Ils sont accompagnés par des institutions bancaires. Mais je continue de dire, il faut forcément assainir le secteur avant d'aller vers les banques. Et l'assainissement du secteur passe par quoi? Parce que là, on a suivi le reportage tout à l'heure, les chargements hors gabarit, on en voit un peu partout. Lorsque vous parlez d'assainissement de ce secteur, vous voulez mettre l'accent sur quoi concrètement? Oui. Parce qu'il faut bien aider le gouvernement qui veut bien faire. Oui, le gouvernement, son Excellence Patrice Talon est déjà sur le bon chemin. Et récemment, nous sortons d'un atelier à Boycon. Et cet atelier était basé sur quoi? Sur la validation du prix du transport. Et c'est une étude qui a été faite par les cadres du ministère du Transport en collaboration avec les transporteurs. Et nous, on a été conviés à valider, puisque c'est certains de nos collègues qui ont fait les études. Et quelles sont ces recommandations? Mais nous, on est allé valider les recommandations, faites. Nous avons basé notre recommandation sur le TK, c'est-à-dire le prix par kilomètre. Le prix par kilomètre. Le prix du transport par kilomètre. C'est-à-dire, quand vous voyez, nous avons, je vais juste m'amuser à vous donner, à illustrer ce que je dis par quelques exemples. Nous avons pris le prix par TK de l'autre côté, je crois bien, l'étude faite je prends l'exemple, puisque nous qui sommes sur le corridor du Niger, nous avons l'étude à estimer que pour aller à Maradi, par exemple, une ville qui est à 1400 km de Cotonou, une ville du Niger qui est à 1400 km de Cotonou à Maradi. À Maradi, on a estimé, l'étude a estimé, je crois bien 70 000 par là, la tonne. Et nous, quand nous sommes retrouvés de l'autre côté, nous avons dit, on a toujours reproché au gouvernement du président Talon manque de social. En toute chose, il faut forcément de social. Nous n'allons pas vouloir tirer le drap complètement de notre côté et amener les paisibles populations à acheter trop cher. Et nous avons émis des idées. Et l'idée que nous avons émise est quoi? Le prix du transport, ils se sont basés sur quoi? Le prix d'acquisition du camion neuf, marque Scania, était estimé autour de 150 millions. Et nous, quand on est arrivé là, puisque nous sommes des praticiens, on leur a dit non. Le prix, puisque eux-mêmes, ils sont allés vers les concessionnaires qui basés à Cotonou. C'est eux qui leur ont donné ce prix. On leur a dit non. Mais si eux, ils sont aussi à ce prix, nous avons des possibilités de les avoir à un prix moins que les 150 millions. Donc, sur ce, on a démontré que on peut les avoir à moins de 100 millions. C'est-à-dire les camions neufs là, à moins de 100 millions. Et c'est ce qui nous a permis de faire tomber les TK là. À combien? Pour la distance dont je viens de donner tout à l'heure, à combien? À 53 000. Donc, c'est le social que nous avons mis. Mais en tant que transporteur véreux, en principe, on ne devrait pas voir le côté social. On devait accepter le truc comme ça, puisque ça nous avantage. Nous allons continuer notre échange. L'autre volet qui m'intéresse, c'est la disposition 14 de l'UEMOA, qui fait couler d'encre et de salive.
Et quand on parle de transporteurs, d'importateurs dans notre pays, aujourd'hui, on est où aujourd'hui? Quel est l'état des lieux? Oui, monsieur le journaliste, bientôt, ça va reprendre. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a quelques mois passés, le gouvernement du président Talon a voulu montrer à la face du monde, quand on signe, quand on prend des engagements dans des institutions comme l'UOMOA, il faut l'exécuter. Et le gouvernement Talon a procédé à l'application stricte de ce règlement 14, ce qui nous a amené à charger, c'est-à-dire à respecter à respecter le poids, le tonnage réparti à chaque type de camion. Mais en temps, ça a été suspendu. Mais ça a été suspendu parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin n'est pas seul signataire de ce règlement au niveau de l'UEMOA. Il y a 8 pays. Donc, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Oui, nous avons constaté que le Bénin était seul à respecter, à appliquer ce règlement 14 rigoureusement. Par conséquent, il faut prendre du recul. Ce qui a fait qu'il y a eu d'impact négatif dans l'économie béninoise. Aujourd'hui, on retient quoi par rapport à cette discussion? Oui, maintenant, les ministres de ces différents pays se sont réunis à Abidjan et ont relancé. Et donc, c'est à partir du mois d'avril prochain, l'application du règlement 14 de façon stricte. Effective dans tous les pays de l'UEMOA. Dans tous les pays de l'UEMOA. Voilà, ça va participer également à l'entretien des voies parce que lorsque vous faites de la surcharge, ça dégrade également les voies. Alors, pour en revenir rapidement à notre exonération sur l'importation des camions, depuis que cette annonce a été faite, c'est un peu comme la trouille dans votre rang, dans le rang des importateurs. D'aucuns ont estimé qu'on veut les bouter de leurs activités parce que, justement, vous l'avez dit, ils n'auront pas les moyens pour s'acheter de nouveaux camions. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir installer de nouveaux transporteurs? Monsieur le journaliste, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ici, quand le gouvernement a voulu changer le paysage de Cotonou en amenant des véhicules neufs, des taxis neufs, ça n'a pas été du goût de ceux qui exercent. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous rentrez dans la ville de Cotonou, chaque Béninois est fier d'être Béninois. C'est ça. L'environnement, le paysage a changé, l'environnement a changé. Certes, pour réussir, il faut forcément bousculer les intérêts. Mais finalement, les véhicules que nous utilisons au jour d'aujourd'hui ne nous arrangent pas trop nous-mêmes, puisque nous réparons beaucoup. Voilà. Et au finish, c'est parce que nous n'arrivons pas, le transporteur n'arrive pas à tenir comptabilité. On n'arrive pas. Nous travaillons sans pour autant tenir comptabilité parce que vous réparez la même pièce là. Vous la placez aujourd'hui, 3 jours après ou 4 jours après, c'est la même panne. Elle est encore abîmée. Et cela n'est pas forcément la faute du transporteur, c'est la faute aussi des mécaniciens parce que les mécaniciens aujourd'hui ont des appris. Voilà. Il faut forcément ce projet noble que le gouvernement veut installer au niveau des transporteurs est la bienvenue, mais forcément, il faut que des mécaniciens soient formés également pour pouvoir prendre en charge les camions. On risque de faire du surplace. Nos conducteurs aussi méritent d'être recyclés. Vous allez acheter un camion de 40 millions, remettre à qui? À un conducteur qui n'a aucune notion, qui a eu son permis il y a 20 ans, qui a eu son permis il y a 15 ans, qui n'a plus jeté un coup d'œil dans le code routier pour savoir à combien il faut rouler, de tel côté, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, forcément, monsieur le journaliste, il urge, avant la mise en application de cela, qu'on fasse un clin d'œil vers la formation des conducteurs, la formation des mécaniciens. Et même nous, transporteurs, nous méritons, nous avons besoin des formations. Voilà. Sinon,
on n'aurait rien fait. Voilà, on a compris, hein, le temps est parti. Oui, vous avez fait l'analyse de cette mesure que le gouvernement entreprend à mettre en application à partir de 2018. Aujourd'hui, si vous avez des recommandations à faire au gouvernement pour que cela puisse bien se dérouler très rapidement en quelques secondes. Merci, monsieur le journaliste, de l'occasion qui m'est offerte. Je voudrais passer par votre micro et dire au gouvernement du président Talon d'aller droit. D'aller droit parce que toute réforme va contre des intérêts et nous, transporteurs, si le gouvernement est prêt à nous soutenir, à nous accompagner, cette idée, elle est géniale. Et vos vieux camions deviendront quoi? Nos vieux camions, le moment venu, qu'est-ce que les taxis sont devenus? Les vieux taxis, je crois bien, ceux qui les ont, certainement ont changé de lieu d'activité. Donc les vieux camions, ceux qui veulent continuer à les utiliser, certainement changeront d'itinéraire. C'est ça. Voilà. Okay. Merci à vous, El Hadji Rabiou Gaba, vous transporteur. Vous êtes le président du syndicat des transporteurs et importateurs. Nouveau associé du Bénin, voilà. Oui. Merci d'être passé dans cette émission, le dernier de l'année. C'est un honneur. Merci également à vous, Patrick Kadiagoudjou, de m'avoir accompagné. Merci. Cette émission est présentement terminée. Armel Gilles Beyrin était à la réalisation, Agnat Bello à l'édition. Toute l'équipe de préparation, de réalisation de cette émission se joint à moi pour vous dire merci et vous souhaiter également une très bonne fête du Nouvel An. L'année 2018 sera pour tout le monde, justement à vous, téléspectateurs de Week Echo, une année très fructueuse. Et comme j'aime bien terminer cette émission, chaque jour est une opportunité. Saisissez la vôtre dès maintenant. Joyeuse fête du Nouvel An. Au revoir. Merci. Merci.